bien entendu, comment oublier le terminus de la gare, le bar de mes grands-parents qui a marqué un moment très important dans ma vie, plusieurs moments, mais je me rappelle notamment de ce mondial 1982, je suis tout petit, j'ai 8 ans, je revois encore ce France-Allemagne, et Gérès qui vient de marquer, qui court dans tous les sens, 5 minutes après, l'agression de Schumacher sur Battiston, autant d'émotions sur un match, et je me dis, c'est vraiment ça que je veux faire, c'est tellement magique. Et il y a encore ce moment d'adolescence, où mon meilleur ami d'enfance, Frédéric, avait une moto quelques temps avant moi, puisqu'il était un peu plus grand, et chaque mercredi après-midi, on allait sur le canal du Midi, là, on s'asseyait sur un banc, et il me prêtait sa moto, sans que personne ne le sache, et je roulais, tout ça. Et cet après-midi, avec Frédéric, tous les deux, on parlait des choses autres, on se prenait pour des adultes, et on a commencé à dire, qu'est-ce qu'on fera plus tard? Et on parle de choses et d'autres, et il me dit, et toi, Claude, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Je lui dis, Fredo, tu sais quoi, moi, footballeur professionnel. Et il me dit, Claude, une promesse, c'est une promesse, j'espère que tu y arriveras, sinon tu me décevras. Tu me décevras. Quelques jours après, Frédéric est mort. Mais sur sa tombe, je lui ai promis à lui aussi que j'arrive. Et je grandis donc, les années passent, entre une vie de famille normale, agréable, je dis normale parce qu'aujourd'hui, rares sont les couples qui durent autant, et la scolarité, le foot, tout va pour le mieux. Et puis j'ai mon bac, on est en 93, j'ai mon bac, je m'inscris en fac, je fais une journée de fac. Et à la fin de la première journée, j'arrive à la maison, et ce soir-là, mon parrain, Curo Savoy, qui est absent ce soir, ce grand célèbre siffleur, venait manger à la maison. Et on parlait de choses et d'autres, et il me dit, Claude, cette année, tu vas jouer au foot à Béziers encore? Je dis non, j'ai dit là, c'est compliqué, je vais m'inscrire en fac, donc Béziers, ça va être dur et tout ça. Et il me dit, sur un ton plaisantin, demain, je pars à Madrid présenter un disque, viens avec moi, et on va taper à la porte du Real de Madrid. Je dis, Curo, mes valises sont prêtes. Donc j'ai dit à mes parents, j'ai dit papa, maman, la fac c'est terminé pour moi, j'ai toujours voulu faire ça, c'est maintenant ou jamais. Et nous voilà partir pour Madrid. 2 jours après, on arrive à Madrid, au culot, on tape au Real de Madrid, on dit voilà, on voudrait voir le responsable du centre de formation. Arrive un moustachu que je ne connaissais pas à l'époque, qui est une sommité en Espagne, puisque c'est le sectionnaire espagnol Vicente del Bosque. Et on lui dit au culot, voilà, je suis joueur français, j'ai 17 ans, j'aimerais faire un essai chez vous. Alors il rigole, il dit, attendez, on n'est pas faire un essai au Real de Madrid comme ça. Et j'ai dit, mais écoutez, puisque j'y suis, autant le faire. Et de fil en aiguille, ils acceptent de me mettre à l'essai. Et il se trouve que l'essai est plus concluant et plus positif que ce que j'imaginais, à tel point qu'ils me conservent au Real de Madrid, sans contrat, sans rien du tout. Ils me disent, on va vous laisser un certain temps, on va voir ce que ça donne. J'ai quitté la fac, j'ai quitté Agde il y a quelques jours en arrière, et je me retrouve là au Real de Madrid. C'est quelque chose de fou, et je me dis après tout, pourquoi pas le tenter? Sauf que rapidement, le quotidien à Madrid va être plus compliqué que prévu. Certes, je m'entraîne au Real de Madrid, je côtoie des stars, des grosses voitures sur le parking, mais le reste de la journée, c'est beaucoup plus compliqué. Mes parents sont à Agde, bien loin. Je leur fais croire que tout va bien parce que je suis au Real de Madrid, mais je n'ai pas d'argent pour manger. C'est très très compliqué. Je fais un repas par jour et des fois, je vole des orages dans les vestiaires pour essayer de me rassasier. Et ça devient compliqué, mais en aucun cas, j'accepterai de rentrer à Agde. Et donc je mets des tickets dans le métro de Madrid, jeune français donnerai cours, et c'est comme ça que je m'arrondis un petit peu les fins de mois. Et puis encore ce jour où je reçois dans une enveloppe 200 francs de mes parents pour, soi-disant, les faux frais. Ils ne s'imaginent pas que je suis dans des difficultés financières à ce moment précis, ils pensent que tout est pris en charge par Madrid. Et ce soir-là où je me promène sur la grande ville, l'équivalent des Champs-Élysées madrilènes, du haut de mes 19 ans, pensant que je sais tout de la vie, et je découvre là un tas de gens en train de jouer. J'essaie de m'approcher, je joue du coude, et je vois un gars avec 3 gobelets, une petite billette, tac, 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 tac. Et je vois avec quelle facilité tout le monde gagne de l'argent. Je me dis, attends, c'est trop facile. Hein. Je pars un courant à la pension, je prends mon argent, je reviens, et c'est sûr que je vais gagner. Hein. Je reviens, je pousse tout le monde, je dis, je veux gagner, je veux jouer, je veux jouer. Donc je mise tout mon argent, et le gars, il commence avec ses gobelets, tac, 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 tac. Bien entendu, je savais où était la bille. Sauf qu'au moment où j'en ai parlé, je reçois un coup de coude, je me tourne, et le gars me dit, t'as vu, elle est au milieu. J'ai dit, oui, c'est bon. Entre-temps, le gars avait changé ses gobelets. Il travaillait en équipe, et j'ai perdu là les 200 francs qui me restaient pour tenir la fin de mois. Et puis à ce soir où je suis assis dans la pension à Madrid, une pension très pauvre, mes parents ne s'imaginent pas que je suis dans ce contexte-là, parce que c'est tellement beau pour moi de pouvoir m'entraîner avec le Real de Madrid tous les jours. Et puis à ce soir-là où j'ai un coup de cafard, mon papa me manque, et j'ai écrit ce poème, mon papa ce grand roi, tu ne manques pas d'habits, tu ne manques pas d'amis, la vie t'a désigné père de deux beaux bébés, pour en faire des rois, tu y as laissé tes doigts.
tu voudrais en faire des docteurs, ils ne sont pas sûrs d'être à la hauteur, tu as préféré leur faire confiance et tu leur as donné leur chance. Aujourd'hui, ton aîné s'en est allé, à travers le monde, il s'est lancé, tout le monde le veut footballeur, peut-être qu'un jour il reviendra professeur. Mais papa, si un jour tu entends sonner, avant d'ouvrir la porte, n'aie pas peur d'écouter les gens tout autour de toi qui ne cesseront de s'écrier, regardez de l'entrepôt de bois, il en sortira. Et je suis assis dans cette pension, il pleut dehors, et je regarde les gouttes qui tapent sur la fenêtre est dégueulasse, le ménage n'est pas souvent fait dans cette règle, et je vois les gouttes qui frappent les unes après les autres, et malgré la pollution, malgré tout ce qui est accroché à la vitre, je regarde ces gouttes arriver, et se frayer d'une manière ou d'une autre un passage pour toujours arriver où elles veulent, tout à fait en bas. Et je me dis que c'est ça qu'il faut que je fasse, peu importe les obstacles que je vais avoir, c'est me frayer comme les gouttes des passages. Un dimanche matin, je suis en train de dormir dans cette pension, et j'entends quelqu'un taper à la porte, je dis oui, et j'entends « Coco, c'est maman ». Ma mère, je ne pensais pas qu'elle débarquerait un jour et qu'elle découvrirait dans quoi je suis en train d'habiter. J'ouvre la porte, bien entendu, on s'embrasse très fortement et rapidement, elle voit le contexte et dit « On arrête le cirque, tu rentres à la maison ». Le retour Madrid-Agde a été un retour très tendu dans la voiture, où j'ai beau crier, pleurer, l'expliquer par tous les moyens que je ne voulais pas rentrer. Elle ne voulait pas le comprendre jusqu'à un moment donné où, arrivé à Barcelone, elle s'est dit ok, on fait demi-tour, on sort à Barcelone. Et là, Barcelone, elle m'a laissé quelques jours chez un oncle, elle m'a dit écoute, je te laisse là, tu te poses un peu, tu respires, et dans quelques jours, je vais te chercher, tu rentres à la maison. Et je savais qu'à ce moment précis, en sortant de l'autoroute, plus jamais je serais rentré à la maison. Donc là, Barcelone, chez mon oncle, j'ai fait exactement pareil. Je suis allé taper aux portes du Barça, j'ai dit voilà, je viens de passer 6 mois au Real de Madrid. Mon entraîneur était Rafael Benitez, qui est un grand entraîneur aujourd'hui, et j'ai quitté le Real pour venir au Barça. Bien entendu, ce n'était pas du tout le cas, mais pourquoi pas jouer sur la concurrence. Et le Barça m'accueille les bras ouverts, il me dit écoutez, avec grand plaisir, vous avez qu'à finir les mois qui restent ici pour voir un petit peu votre niveau. Et je me retrouve au Barça, avec Jordi Cruyff et compagnie. Je me rappelle un certain match notamment que je joue contre la Hongrie, le plaisir de porter le maillot du Barça, qu'on le veuille ou non, ça a été fait. Et le temps passe, l'oncle qui m'héberge, il essaie chaque jour de me dire Claude, t'as 19 ans, avec les qualités que t'as, c'est pas un métier, footballeur, il te faudrait faire autre chose. Et chaque jour, il essaie de me faire comprendre qu'il ne me faudrait pas jouer au football et faire autre chose. À tel point qu'il m'inscrit même, sans que je le sache, à un concours qui est organisé par la Chambre de commerce de Barcelone, qui recherche un ingénieur pour je ne sais plus quel produit. Bon. Et finalement, pour me faire plaisir, je me présente à cet examen à la Chambre de commerce, j'ai 19 ans. Alors pour l'occasion, il me prête un costume et des chaussures, c'est sympa, je fais du 43, il fait du 38. Et je me présente à cet examen à la Chambre de commerce, qui est un QCM, il y a une quarantaine d'ingénieurs qui sont présents d'une quarantaine d'années. Je termine rapidement, je m'en vais, et il se trouve que quelques jours après, la Chambre de commerce appelle en disant écoutez, on a retenu l'élève Claude Covy, il faudrait qu'il se présente dans telle entreprise. Je me présente dans telle entreprise, sans savoir où c'est que j'allais. Le directeur est surpris de ma jeunesse, et il me dit écoutez, on a été surpris par vos résultats, et on est un petit peu aussi surpris là au contact physique de voir votre jeune âge. Il se trouve qu'on cherche quelqu'un pour développer nos ventes de casseroles et autres sur l'Asie, mais vous n'allez peut-être pas correspondre à ce poste-là. À la rigueur, peut-être on pourrait vous envoyer en Amérique du Sud et vous former sur le terrain. Et je lui dis, vous êtes gentil monsieur, mais si je dois un jour aller en Amérique du Sud, ce sera avec un ballon, pas avec vos casseroles. Et je me suis levé, mon oncle est resté bouche bée. Pendant tout le trajet retour, il m'a dit, mais tu es fou, tu as refusé un super poste. Et je lui dis à mon oncle, je fais non, mais ce que je veux, moi, c'est jouer au football. Dans les jours qui suivent, j'investis dans un fax, et je commence à envoyer des fax un petit peu de partout, et très rapidement, on m'appelle un club qui s'appelle Coralejo, dans les îles Canaries. Je pars dans les îles Canaries faire un essai d'une semaine, un essai qui est concluant, et je signe là mon premier contrat professionnel. Je vais jouer la saison 95 dans les îles Canaries, à Coralejo, et de là, en fin de saison, me contacte un agent canadien qui me dit « Monsieur Covy, écoutez, si ça vous intéresse, j'ai des contacts au Mexique et au Chili, je peux vous envoyer jouer là-bas. » Moi, j'ai dit « Écoute, avec grand plaisir. » Je pars pour le Chili le 1er janvier 1996. Mes parents m'amènent à l'aéroport de Barcelone. Le moment est compliqué parce que l'Espagne, Coralejo, les îles Canaries, c'était pas encore trouvé, mais là, le Chili, on part sur une toute autre planète. Mes parents pleurent, surtout maman, et je me dis, il faut que je parte dans tous les cas de figure, donc je les embrasse très fort, je me tourne, et je décide à ce moment-là de ne plus jamais me retourner vers mes parents, et je marche vers l'hôtesse pour prendre le tunnel et monter dans cet avion qui m'amène au Chili. Je me dis, après tout, de toute façon, vu mon jeune âge, si je ne tente pas des choses maintenant, je ne les ferai jamais. Lorsque j'arrive au Chili, je suis accueilli
par une personne à l'aéroport, avec un panneau Claude Covy, et je me dis, ah, c'est super bien organisé. Hein. Et dès lors que je suis monté à la voiture, cette personne me dit, écoutez, je suis désolé, mais je vais être honnête avec vous, moi j'ai rien à voir avec le football, j'ai reçu un appel tout à fait par hasard hier d'un agent qui cherchait à tout hasard sur l'annuaire quelqu'un qui pourrait accueillir un jeune footballeur qui allait arriver aujourd'hui à l'aéroport. Et à partir de ce moment-là, démarcher des clubs pour voir si quelqu'un vous pourrait vous mettre à l'essai. À ce moment précis, je n'ai pas de billet retour, je n'ai pas spécialement d'argent non plus, et je me dis, oh, dans quelle galère on s'est mis. Le soir même, je descends en bas, dans la rue, je suis à Santiago du Chili, je descends en bas, il y a une cabine téléphonique, j'ai quelques pièces dans la poche, je me dis, mais je vais appeler qui? Et sans me rappeler qu'il y avait le décalage horaire à ce moment-là, je me dis, je vais appeler une voyante que j'avais croisée un jour. Et cette voyante m'avait semblé tellement forte dans ce qu'elle avait vu que je me suis dit, pourquoi pas l'appeler? Je mets quelques pièces, j'appelle cette dame, sans me rendre compte que c'était 4 h du matin en France. Et cette dame me répond avec une voix endormie, et je dis, excusez-moi, je vous appelle parce que je suis Claude Covy. Elle me dit, mais alors vous m'appelez? Je lui explique le contexte, elle me dit, bon écoutez, exceptionnellement, et elle me dit, citez-moi des noms de clubs chiliens, je vous dirai à la rigueur ce qu'on peut faire. Je lui dis, je ne connais pas des clubs chiliens, je viens d'arriver il y a 24 heures. Et pendant que je lui dis ça, je vois un journal, tout pourri par terre, et je le prends, je l'ouvre, et il y avait des articles de foot dans le classement. Et je lui dis toute la liste des clubs, elle me dit, répétez le premier là. Je dis, Colo Colo. Elle me dit, allez à Colo Colo faire des essais, ça marchera, vous signerez. Je remonte à l'appartement, et je dis à mon hôte, écoutez, il faudrait que demain on aille à Colo Colo faire des essais. Et il me dit, mais Colo Colo, c'est pas possible d'aller à Colo Colo. Colo Colo, c'est le club populaire du Chili, c'est impossible. Je dis, non, mais si, il faut qu'on aille là. J'insiste. Et donc le lendemain, on arrive à Colo Colo. Lorsqu'on arrive dans des infrastructures qui sont monumentales, je vois une grosse limousine avec des gardes du corps, et j'ai rapidement compris que c'était une personnalité du club, en l'occurrence le président. Et au culot, j'y vais, je pousse les gardes du corps, je dis bonjour monsieur, je suis footballeur, je viens de jouer en Espagne, j'aimerais faire un essai à Colo Colo. Et il me dit, mais attendez, mais on ne peut pas faire un essai à Colo Colo comme ça. Il me dit, vous voyez, tous ces jeunes derrière les grillages là, qui regardent les pros s'entraîner, tous ces gens-là rêvent de devenir aussi footballeurs de Colo Colo. Je dis, écoutez, mais peu importe les autres, moi je veux faire cet essai-là. À tel point que je suis tellement insistant qu'il décide et il accepte de me mettre à l'essai le lendemain. L'essai durera 1 mois. Pendant ce mois d'essai, je ferai 6 matchs. Et au bout de cet essai, ils me convoqueront mon siège et ils me diront on vous fait un contrat pro de 4 ans. Donc finalement, c'était une fierté pour moi, parce que je m'aperçois qu'après un essai aussi long, vous avez le temps de voir les prestations du joueur. Dès que je sors de ce bureau, j'appelle vite mon père. Pour moi, c'était une fierté de lui dire papa, j'ai signé dans le plus grand club du Chili. Cette année 96 au Chili va être une année folle, que ce soit au niveau footballistique, puisque je vais découvrir toute l'Amérique du Sud, mais que ce soit aussi au niveau des médias. Claude Covy devient le premier footballeur français à jouer au Chili, et du coup, tous les médias s'intéressent au dossier. Médias, la presse papier, les télévisions et autres, à tel point que même des boîtes de casting m'appellent, et rapidement je commence à faire des pubs à la télé, pour tout un tas de produits, mais aussi on m'appelle rapidement pour assister sur des plateaux de télévision, à tout un tas de programmes. Et il y a encore ce jour-là où je demande à une des stars de l'équipe, je lui dis, toi qui es connu ici au Chili, tu ne peux pas un jour m'amener pour avoir des autographes de toutes ces stars de ce feuilleton télévisé que je regardais chaque soir, qui s'appelait Locapiel, qui était vraiment le feuilleton télévisé à la mode en Amérique du Sud. Il me dit, mais si, français, il me dit, si tu veux un jour je t'amène, il n'y a pas de souci. Et voilà qu'un jour on se retrouve dans un golf qui était loué par la production, et c'était où se passait ce feuilleton télévisé. Et j'étais à une cinquantaine de mètres de ces acteurs, que je voyais tous les soirs à la télé, je me disais, oh, c'est la folie. Et je m'assois là, sur une caisse, à côté d'une caravane, et je regardais tous ces acteurs. Et à un moment donné, une femme qui arrive avec un casque, elle me dit, vite, il faut se changer, je me dis, non mais, il y a une erreur, moi je suis footballeur de Colo Colo, moi je ne travaille pas ici. Elle me dit, ah pardon, désolé. Et puis elle repart. Et je lui dis, quoi? Je vais lui dire, oui, je vais me changer là. Et elle revient, à nouveau avec un monsieur, il me dit, mais vous êtes qui vous? Je dis, moi je suis footballeur, je suis venu avec M. Sierra, la star chilienne. Hein. Et le gars me dit, mais vous aimeriez jouer dans le feuilleton? Je lui dis, jouer dans le feuilleton? Et oui, mais j'ai jamais fait ça. Et il me dit, écoutez, passez à la caravane, changez-vous, on vous donne un petit texte, et dans 5 minutes, vous êtes sur le plateau. Alors, M. Sierra, José Luis Sierra, le joueur, lui, entre-temps, était parti parler avec les uns et les autres, il n'avait pas vu tout ce cirque. Quand il revient pour me chercher pour repartir, il cherche le français de partout, le français il est sous les projecteurs avec les stars chiliennes en train de tourner une scène. Ce qui est d'autant plus amusant, c'est que, comme j'ai été inclus dans une scène, avec le temps, ils vont me rappeler régulièrement au montage pour faire tout un tas d'autres feuilletons. Finalement, je ne vais pas jouer que dans Locapiel, je vais jouer aussi dans un autre feuilleton télévisé qui s'appelle le Sucupira.
Et puis un beau jour, on m'appelle, on me dit, est-ce que ça vous intéresserait de couronner Miss Chili? Je dis, couronner Miss Chili? Et je me retrouve à couronner Miss Chili. Alors là, un grand moment de solitude aussi, puisque tout semblait pour le mieux organisé. On m'avait dit, écoutez, vous restez dans les loges pendant tout le programme, c'était un zénith immense, des télévisions des quatre coins. Et on m'a dit, écoutez, quand on viendra vous chercher, avec l'écharpe, vous suivrez les petits traits jaunes fluorescents qu'il y a au sol, qui vous amèneront à côté de la Miss. J'ai dit, si c'est que ça, je sais faire. Donc, pour la petite anecdote, j'avais appris 4 heures avant le programme qui allait gagner. Donc ça a été une première expérience de vie, ça aussi. Bon. Et arrive le moment, donc il y a Miss Chili qui est élue et tout ça, donc on vient vite me chercher, et moi avec l'écharpe, je suis à la lettre, la ligne fluorescente, qui m'amène jusqu'à Miss Chili. Et là, j'essaye une fois, une deuxième fois, une troisième fois de lui mettre l'écharpe. Ce qu'il y a, c'est que quand elle me tourne le dos, parce qu'elle pleure, les confettis, je ne sais quoi, je me dis, je vais jamais pouvoir lui mettre l'écharpe. Et à un moment donné, tant bien que mal, en forçant, je lui mets l'écharpe, je me dis, le travail est fait. Sauf que le problème qui se pose, c'est que rapidement, les gens qui sont derrière les caméras me font des signes comme ça. Et moi, je ne comprends pas, parce qu'on est en direct, je me dis, mais ils font des signes à moi ou quelqu'un qui est derrière moi? Et alors moi, on m'avait dit, tu ne bouges pas avec ton smoking, tu souris à la caméra, parce que tu es là, à 2 mètres. Moi, j'étais comme ça, et les gens comme ça, je me dis, qu'est-ce qu'ils veulent? Et à un moment, discrètement, je m'aperçois que j'avais mis l'écharpe à l'envers. Et au lieu de marquer Miss Chili, il y avait tout un tas de fils qui partaient dans tous les sens. Bon. C'est une petite anecdote. L'année au Chili, donc, continue, se passe très très bien à tous les points de vue. Et puis, à ce matin-là, où ma mère m'appelle à 6h du matin, je ne comprends pas pourquoi, je réponds, elle me dit, oui mon fils, comment tu vas? Je dis, maman, bien, mais pourquoi tu m'appelles à 6h du matin? Elle me dit, parce que je suis enceinte. Je lui dis, enceinte? Moi j'avais 22 ans, à ce moment-là, je lui dis, mais comment ça enceinte? Oui, je suis enceinte. Je lui dis, mais c'est pas possible. Et je lui dis, mais il va s'appeler comment? Elle me dit, mais écoute, tu décideras, toi, parce que tu es le fils aîné, comment il s'appellera. Mais oui, je suis enceinte. Les mois qui vont manquer jusqu'au mois de décembre, qui était mon retour prévu en France, vont me paraître très très longs, parce que me dire, ma mère est enceinte, mais je ne l'ai jamais vue enceinte, je ne me rappelle pas de mon autre frère. Bon. Et lorsqu'arrive la fin de l'année, quelques jours avant de partir, une boîte de casting m'appelle et me dit, Claude, avec tout ce que tu as déjà fait chez nous au niveau des médias, il y a un réalisateur français qui s'appelle Jean-Jacques Hano, qui nous a contactés et qui veut tourner ici en Patagonie, c'est à Montibé. Est-ce que ça t'intéresse d'y participer à ce film? J'ai dit, oui, avec grand plaisir. Donc je signe un pré-contrat pour participer à ça. Et le tournage devait se faire début d'année 97, puisqu'il n'avait pas eu d'autorisation pour être au Tibet, donc ça devait se faire dans le sud du Chili. Et donc voilà que je laisse toutes mes affaires au Chili, puisque j'avais encore 3 ans de footballeur, et je rentre en France. Je prends l'avion, ça faisait 1 an que je n'avais pas vu mes parents. Le voyage me semble très très long, et je n'ai qu'une hâte, c'est de retrouver mes parents. J'atterris à Barcelone, 1 an jour pour jour après les avoir quittés, et je suis là dans la salle des bagages, il y a des grandes vitres, et je cherche de partout mes parents, et subitement je vois un couple. Et là, quelque chose de grave s'est passé à moi, c'est que c'était la première fois que je m'apercevais que mes parents pouvaient vieillir. C'était la première fois que j'avais vu que mes parents vieillissaient, chose que je n'avais jamais remarqué au quotidien. Mais pire encore, je me suis retrouvé dans la même scène que celle lorsque j'avais 5 ans, avec ce miroir entre tout le monde. Je suis là, il y a une vitre qui nous sépare, de l'autre côté il y a mes parents. Je vois que malgré tout l'effort qu'ils ont fait, il y a quelques signes qui confirment la difficulté passagère de l'atelier de menuiserie familiale de papa. Et entre mes parents et moi, il y a cette vitre qui reflète mon image. Et ce jour-là, je me suis détesté. Parce que l'image qui était reflétée dans cette vitre, qui me séparait de mes parents, n'était en aucun cas celle que j'avais vue lorsque j'avais 5 ans, qui m'avait incité à tout faire au cours. Et là, je me suis dit, attends, sportif, belle gueule, bien habillé, tes parents sont en train de galérer, toi tu fais le fanfaron aux 4 coins de la planète. À partir de ce moment précis, alors même que mes parents n'étaient pas informés, je savais très bien que je ne repartirais plus jamais au Chili. Mon second frère allait naître 3-4 mois après, et ça passait bien au-delà de tout ce qui pouvait m'arriver là-bas au Chili. Donc je récupère mes bagages, je retourne mes parents, on s'embrasse très très fort, tout ça. Alors mon fils, tu vas me raconter? Je leur dis oui, je vais vous raconter, mais ils ne savent pas qu'à ce moment-là, je ne repartirai jamais. Les fêtes de Noël se passent super bien et tout ça, et puis discrètement, durant le mois de janvier, j'essaie à travers des fax de commencer à négocier avec Colo Colo en disant je ne reviendrai pas. Le directeur sportif de Colo Colo me dit mais tu as 3 ans de contrat. Je lui dis c'est gentil, mais je ne reviendrai pas, mes parents passent avant tout.
Et je suis désolé, même si on est dans un bras de fer, je ne reviendrai pas à Colo-Colo, je ne reviendrai pas au Chili, je ne reviendrai pas en Amérique du Sud, je veux rester aux côtés de mes parents. Ils ont besoin de moi. Après plusieurs jours de tractation, ils acceptent, et d'autant plus qu'à ce moment-là, les médias en France commençaient à pas mal parler de moi, donc je pensais que je retrouverais facilement un club. Bon. Et finalement, je me retrouve, après avoir connu le faste au Chili, pendant 6 mois de chômage en France, à courir seul dans mon ciel. Je quitte cette parenthèse-là, on va aller un peu plus loin. Durant l'été 98, c'est la Coupe du Monde en France. La France est championne du monde. Je revois encore cette phrase de Thierry Roland qui dit « Je peux enfin mourir tranquille ». Et pendant la Coupe du Monde, j'ai envoyé des fax aux 4 coins de la planète et plusieurs clubs me contactent. La Suisse, la Bulgarie et notamment l'Islande. Je me dis « Quoi de plus beau après avoir joué dans le pays le plus bas que d'aller jouer dans le pays le plus haut ?» Et je pars pour l'Islande. Je signe en Islande dans un club qui s'appelle Trottour, un club de première division. Le passage footballistique en lui-même ne m'a pas laissé des grands souvenirs parce que le football n'était pas un football qui me convenait. Mais c'est pas grave, je devenais le premier Français à avoir aussi joué dans le football islandais. Ce qui était intéressant, c'est que tout auréolé de ce titre champion du monde, les médias s'intéressaient bien plus à moi et à mon parcours. Et c'est comme ça qu'un beau jour, il y a un journaliste de l'équipe qui m'appelle et qui me dit « Monsieur Kobi, est-ce que je peux venir en Islande faire 2-3 lignes sur vous ?» Je dis « Oui, bien sûr, avec grand plaisir. » Et il vient, et on va manger tous les deux. Bon. Et on est en train de manger. À l'époque, j'avais une copine qui était islandaise, qui travaillait dans le mannequinat, et qui m'appelle pendant le repas, me disant « Ça ne te dérange pas si, en fin de repas, je vous rejoins ?» Je dis « Non, il n'y a pas de souci, je suis avec un journaliste. » Et elle me dit « Je suis avec une cousine. » Je dis « Ben oui, il n'y a pas de souci. » Sur le principe, je pensais qu'il n'y avait pas de souci. J'étais assis face à la porte du restaurant, face à ce journaliste, qui est une sommité du journalisme en France aujourd'hui. Et à un moment donné, je vois la porte du restaurant s'ouvrir, je me dis, oh putain. Je me dis, ça déconne, il fait moins 15 dehors, laisse tomber les tenues vestimentaires. Et dans ma tête, je me dis, oh, la réaction du journaliste, c'est qu'il va voir ça, ça va être folklorique. Il est en train de boire son café, et elle arrive, toute contente, et je revois encore son expression, oh putain. Finalement, la soirée, qui devait être une soirée toute simple, et un entrefilé de 3 lignes, va se prolonger, et 2 jours après, ma mère m'appelle, elle me dit « Oh mais Claude, c'est incroyable, tu as toute une page dans l'équipe !» Toute une page dans l'équipe était venue pour 3 lignes, le gars. Et quelques jours après, également, il y a un journal connu, qui s'appelle 11 Mondial, qui contacte le club de Trottour en disant « Écoutez, on sait qu'il y a un Français qui joue chez vous, on le suit depuis pas mal de temps, on aimerait faire un reportage sur lui. » C'est comme ça que les journalistes de 11 Mondial sont venus, et qu'en octobre 1998, j'ai eu un spécial Claude Kobi de 4 pages. On va aller un peu plus loin. On est en 99. Je reçois un appel du Mexique en me demandant si ça pourrait m'intéresser de jouer au Mexique. Je dis bien sûr, pourquoi pas. J'ai fait l'Amérique du Sud, j'ai fait la Scandinavie, j'avais fait l'Europe auparavant, et je m'en vais pour le Mexique. Là aussi, le Mexique, l'organisation n'était pas comme elle était prévue. On part à 2. Il y avait un autre joueur connu, Walker Motel, Desbien et moi, dans l'avion, et arrivé au Mexique, on s'aperçoit que rien n'était prévu. Personne ne nous attendait, une catastrophe monumentale. Le problème, c'est que quand je suis parti au Mexique, en partant, j'avais, entre parenthèses, volé un billet de 500 francs à ma mère. Je lui avais laissé un petit mot en lui disant « Maman, je te les prends », parce que je n'avais pas de liquidité, je les rendrai plus tard. Et lorsque j'arrive au Mexique, on s'aperçoit que finalement, rien n'était prévu. On s'est retrouvé avec ce joueur 2 ou 3 jours à galérer dans un hôtel. Lui, à total, il m'a dit « Mon Claude, moi j'ai 35 balais, je ne vais pas faire le con, c'est mal organisé, je rentre ». Et je me retrouve au Mexique sans billet retour, avec 500 francs en poche. Et là, pareil, j'ai commencé depuis cet hôtel à faxer dans tous les clubs. Des clubs ont commencé à m'appeler et je me suis retrouvé à faire un essai dans un club, Léon, qui s'est bien passé. Et j'ai signé un contrat avec ce club de Léon de 2 ans. Je devenais le premier footballeur dans ce club français. Là aussi, ça a été une année très intéressante, footballistique.